De vous à nous vous est présenté par Climpresta, le TPMR Arc-en-Ciel et le service funéraire MEL. Aujourd'hui n'est pas coutume, je reçois un jeune homme qui exerce un métier indispensable à la société. On les surnomme les croque-morts, mais à notre époque, ils sont devenus des agents funéraires. Ce sont des hommes et des femmes qui se dévouent pour gérer et adoucir le processus de deuil des familles, car un enterrement réussi équivaut à des adieux réussis. Dans De vous à nous sur Fusion, je souhaite la bienvenue à Josué Rosé. Mes salutations, Josué. Bonjour Canel. Comment vas-tu? Ça va. Souriant, et ça fait plaisir. Je dis ça pourquoi avant tout, j'aimerais que tu me donnes l'intitulé exact de ton métier. Mon métier, je suis conseiller funéraire, maître de cérémonie. Donc je fais toute la partie organisation des obsèques depuis la prise en charge du défunt, soit à domicile ou à l'hôpital, à l'EHPAD, peu importe le lieu du décès. Avec mon équipe, on prend en charge le défunt et à partir de ce moment, on est sollicité par la famille et la famille nous accorde sa confiance. Donc on se doit de vraiment honorer cette confiance qu'ils nous accordent. Alors, je vais pas demander en quoi consiste ton métier, je t'ai demandé l'intitulé, mais c'est très bien. Donc, on va éviter la question. Quels sont les différents métiers au sein d'une entreprise funéraire? Il y a plusieurs métiers, effectivement. Il y a le métier de porteur. Il y a le conseiller funéraire, comme je l'ai précédemment énoncé, avec le maître de cérémonie. On a la thanatopraxie, le thanatopracteur. On a l'assistant funéraire. On a le marbrier aussi. Donc il y a pas mal de professions autour du funéraire qui font que c'est un corps de métier qui est assez complet. Justement, tu m'as parlé de thanatopracteur. Oui. Un peu difficile. C'est celui qui habille et qui prépare les corps pour la conservation. Lorsqu'on a une veillée, on va dire que sa fonction a pour but de retarder l'échéance au maximum pour la décomposition du corps. Il faut que le corps soit présentable à la famille quand on va faire une veillée. Donc avec les délais, on va dire c'est un processus qui permet de conserver le corps quelque temps avant de faire l'inhumation. Alors pour ceux qui nous regardent, chose très très importante, on est tous obligés de passer par là. C'est très important de le dire parce qu'on va dire mais qu'est-ce que c'est morbide cette émission. Je pense que nous devons tous passer par ce chemin qui est la mort et savoir ce qu'il y a tout autour. Il y a bien des choses. Justement, comment fais-tu pour accueillir toutes les familles en deuil? Je sais pas moi, ça doit pas être facile moralement de côtoyer, on va dire, la mort au quotidien. Côtoyer la mort au quotidien, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Parce que chaque décès est unique. Chaque famille, il y a un lien unique qui se crée avec une famille qui m'accorde sa confiance. On va dire qu'il y a des situations plus dramatiques que d'autres. Quelqu'un qui était déjà en fin de vie, ça reste dur. Mais je vais pas dire que c'est moins dramatique, mais quand c'est un jeune qui décède, il est en pleine forme, à 30 ans, il décède brutalement, c'est tragique. Donc du coup, c'est à nous de trouver les mots et de bien accompagner la famille à ce moment. Mais ce n'est pas toujours facile. Je te rassure, Canel, c'est pas évident des fois. Revenons sur l'accompagnement des familles. Ça doit pas être facile à gérer. Est-ce que tu as eu une formation? Comment ça s'est passé pour toi? Alors, on va dire que mon entreprise, c'est de père en fils. Je pense qu'on a quelques petites aptitudes de nature, en fait. Mais déjà, lors de la formation, on nous explique bien qu'il faut savoir se détacher de la situation. C'est un travail à faire sur soi. Donc, comme j'aime aller au bout des choses, je fouille sur mon ami YouTube des techniques quand même de professionnels pour pouvoir se détacher de la situation, pour ne pas être trop mal. Parce qu'il y a des situations qui sont vraiment difficiles. Comme par exemple, on a traversé une épreuve longue, le Covid. C'est pas fini, mais ça s'est beaucoup calmé. On a reçu des mêmes familles à plusieurs reprises dans le bureau parce qu'ils ont eu plusieurs décès dans la famille. Et notre travail était vraiment compliqué parce qu'on essaie de trouver les mots.
On va trouver les mots quand on enterre quelqu'un le lundi. Mais revoir la même famille le mercredi, le vendredi, et des fois encore le lundi, la semaine d'après, en tant que maître de cérémonie, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que on se dit, mon Dieu, mais c'est vraiment, c'est dur. Qu'est-ce qu'un maître de cérémonie? Un maître de cérémonie, on va dire que c'est celui qui chapeaute quasiment toute l'organisation des funérailles. À partir du moment où l'équipe quitte l'entreprise pour aller sur le lieu de cérémonie, c'est lui qui est responsable déjà de toute l'équipe et c'est lui qui doit avoir l'œil sur tout. Alors de l'église jusqu'au cimetière? Jusqu'à la fin de l'inhumation, c'est lui qui supervise le tout. Donc il doit avoir l'œil partout. En tout cas, c'est ma conception du maître de cérémonie au sein de mon entreprise. Non, mais je suis toujours dans la curiosité de savoir comment tu te pares par rapport à cette douleur qu'éprouvent les uns et les autres. Est-ce que tu deviens insensible? Est-ce que tu pratiques un sport pour oublier? Alors, je me prépare à l'avance, moi et mon équipe, parce que j'aime beaucoup l'unité. C'est une valeur qui est devenue rare de nos jours. Et au sein de mon équipe, il y a l'unité qui règne. Donc avant tout enterrement, j'ai une réunion. Avant qu'on parte du bureau avec mon équipe, leur expliquer un petit peu le parcours de vie de la personne qu'on va enterrer le jour présent. Et donc tout le monde sait à quoi s'attendre lorsqu'on part du bureau avec le véhicule funéraire. Donc ce n'est pas toujours facile, on reste humain. On reste humain. Ça m'est arrivé de faire des enterrements où j'ai la larme à l'œil, mais je fais mon métier parce que j'ai une mission, c'est d'accompagner la famille au maximum jusqu'au bout. Et lors de la perte d'un proche personnel où j'ai dû faire les obsèques, ça m'est arrivé de craquer comme une famille parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que j'ai enterré. Dans ce métier, on est confronté à ces situations-là aussi. Et me concernant, quand on me confie un dossier de quelqu'un que je connais, il faut vraiment, il faut le faire. Alors justement, tu parles de personnes que tu connais, mais quel a été pour toi le souvenir le plus touchant dans ton métier? Le plus touchant, c'est quand on enterre des enfants. Je pense que c'est la partie la plus difficile et la plus douloureuse de notre métier, d'enterrer des enfants, parce que ils n'ont même pas vécu. Des fois, c'est dur pour accompagner une famille qui avait mis tant d'espoir dans cette vie et qui finalement s'arrête au commencement même. Donc, ce sont des situations où c'est pas toujours évident. On est quand même accompagné en tant que professionnel. On veut quand même notre bien-être psychologique quand même. Donc, on est en contact avec une équipe de kinésiologues qui parfois sont amenés à nous rencontrer pour qu'on puisse faire le point aussi. Chaque mort, chaque personne, c'est pas un discours déjà élaboré que tu ressors à chaque fois. Non, pas du tout. Il y a des bases, mais qui sont adaptées à chaque défunt. Parce que chaque défunt est unique. Et chaque famille, on va pas redonner à une famille ce qu'on a donné le matin. Il faut que ça soit authentique. Donc, tous les jours, il y a un travail de préparation. En tant que maître de cérémonie, quand je suis au volant de mon corbillard, pendant que je conduis, je réfléchis déjà à les pistes que je peux déjà énoncer lors de mon discours de fin de cérémonie. Alors, est-ce que vous vous occupez aussi des cérémonies musulmanes ou bouddhistes en Martinique? Et si oui, comment cela se passe-t-il? Pardon. On s'occupe de cérémonies de toute religion. On s'occupe que ce soit adventiste, évangéliste, catholique, musulmane. On a eu aussi des rites égyptiens qu'on a pratiqués de mémoire plus de 2 fois. Une fois n'est pas coutume. Où on a personnalisé vraiment, puisque comme ce ne sont pas des cérémonies, on va dire, qui ont un protocole comme les religions qui sont les plus connues. Donc on a quand même certaines facilités à personnaliser. Si la personne aimait le tambour, donc on fait des entractes avec un intervenant qui va jouer du tambour pour rendre hommage à la personne. Donc oui, on fait vraiment toutes les religions dans notre travail. Oui, puisque de toute façon, quand quelqu'un décède, il peut être de n'importe quelle religion, donc il faut l'accompagner comme tout le monde. D'accord. Beaucoup d'affect pour le métier que tu exerces.
Est-ce que c'est pas trop difficile? Jusqu'à présent, tu ne m'as pas dit comment tu faisais pour travailler dans ce domaine. Déjà, est-ce que tu aimes le métier que tu fais? Mon métier me passionne énormément. C'est bizarre, ça. Ah oui, des fois ça paraît bizarre. Lorsque je discute avec des amis ou des gens que je connais pas, et là, il est pour funèbre. Ce qui ressort, il en faut, hein, c'est vrai, mais ça jette un froid. Mais ce métier m'a vraiment appris certaines valeurs de la vie où il faut vraiment profiter de la vie à 100%, même à 200%. Parce que la vie ne tient vraiment qu'à un fil. Il y a plus d'âge maintenant pour mourir. On a des jeunes, bon, ces temps-ci, il y a une recrudescence de meurtres, où il y a des jeunes qui sont touchés. Mais de nos jours, la vie a changé. Maintenant, on fait un AVC à n'importe quel âge. Donc, on a des décès de tout âge. Et ça te fait prendre conscience quand tu es dans ce milieu-là que, alors ton métier, il est dur parce que tu accompagnes des familles, mais quand tu vois que c'est vrai que c'est un métier qui est prenant, mais il faut savoir s'accorder du temps pour évacuer et se ressourcer surtout. Parce que un maître de cérémonie qui n'est pas rechargé n'est pas un maître de cérémonie efficace. Parce qu'à un moment, tôt ou tard, il va craquer, il va faire un burn-out. Surtout, on a quand même pas mal de décès. Ça t'est déjà arrivé? Burn-out, quand je ressens le besoin de prendre des vacances, je suis pas encore au stade du burn-out, mais je sens que psychologiquement, j'ai besoin de souffler. Oui. Tu vas voir un psy, tu fais quoi? Je prends des vacances où je vais pratiquer des activités personnelles que j'ai. Ça peut être la pêche, la marche, aller au cinéma. Tout simple. Tout simple, faire de la musique. Rencontrer des plaisirs simples. D'accord. Des plaisirs simples où je vais me recentrer moi-même sur mon fond intérieur. Comment arrives-tu à... Alors, je sais pas si vous l'avez vu, il a un magnifique sourire. C'est le seul métier où on ne sourit pas. Ouais, malheureusement, je me dis, mais quel gâchis de gâcher ce si beau sourire. Parce que quand tu arrives devant les gens endeuillés, tu ne peux pas... Alors, je vais pas dire qu'on sourit à pleines dents, mais on se doit d'être rassurant pour la famille. Et on arrive à faire sourire des familles quand même. Lors de l'entretien premier, où ils viennent faire un choix de cercueil, j'essaie quand même de leur changer les idées. On va discuter. Quoi, par rapport au prix ou... Des fois, ça peut être une boutade sur le prix, ou je leur dis, bon, vous inquiétez pas, on va gérer. Bon, on met les clients à l'aise pour qu'ils se sentent vraiment épaulés, accompagnés, et puis qu'ils essayent, même si la situation est difficile, je dis pas que ça fonctionne à tous les coups, mais d'essayer de dédramatiser la chose. Parce que c'est un passage obligé de la vie. Alors, il y a des anciens qui disent en créole, si vous parlez mot pas né, mais on ne contrôle pas sa naissance. Donc du coup, à nous de profiter de cette vie-là à 100%. Et je pense que la joie de vivre, c'est l'essence d'une longévité dans cette vie que nous vivons. Alors je vais revenir sur ça parce que ça m'intrigue. Combien coûte un enterrement? Mais faut que ça cher. Alors le coût d'un enterrement a beaucoup évolué au fil des années puisqu'il y a une multitude de services qui se sont rajoutés. Avant il y avait une morgue obligatoire ou pas? Oui, de base. Il faut bien que le corps soit en chambre froide, par exemple. Un pont funèbre, beaucoup de ponts funèbres maintenant sont équipés de leur chambre froide. Donc, c'est déjà la base, puisque quand on récupère le corps, il n'est pas installé tout de suite chez la famille. Parce qu'on a les démarches administratives, il y a la préparation du corps. Ça prend du temps, les démarches administratives? Alors, entre la prise en charge d'un défunt et l'organisation de la veillée, ça peut se faire entre 24 et 48 euros plus tard. Attends, alors le fait de... Alors, j'allais dire en réfrigérateur, excusez-moi, c'était de chambre froide. C'était de chambre froide, mais c'était la petite boutade du jour. Oui. Le fait de mettre cette personne, ça a un coût dans la chambre. Le fait de la mettre ou la mettre dans la chambre froide, ça a un coût? Bien sûr, puisque c'est quand même un moyen technique qui est mis à disposition pour la famille, pour la conservation du corps. Puisque si on ne passe pas par cette étape-là, le corps peut s'abîmer et ne plus être présentable à la famille. Donc du coup, le deuil sera encore plus traumatisant pour la famille. Alors c'est vrai qu'on ne se pose pas ce genre de questions, mais il faut, hein. Si j'ai envie qu'on m'enterre tout de suite, du jour au lendemain, c'est possible? C'est vraiment compliqué d'enterrer quelqu'un du jour au lendemain comme ça, puisqu'il y a quand même des autorisations à avoir avant de procéder à l'inhumation de défunt. Quelles sont les autorisations? Il faut tout d'abord informer la mairie du lieu de décès et la destination du corps.
On va prendre un exemple, hein. Quelqu'un décède au Lamentin et le corps est placé en chambre froide à Fort-de-France. Il faut informer la mairie du Lamentin du départ du corps pour aller en chambre funéraire à Fort-de-France. Lorsqu'on a fait ces papiers-là et avec le pourvoi au funérailles, puisqu'il y a un document que la famille nous signe attestant qu'ils ont sollicité ce pont funèbre-là pour organiser les obsèques, du moment que ces papiers-là sont faits avec le livret de famille, la pièce d'identité de la personne responsable, parce que on demande des documents à la famille pour pouvoir démarrer les démarches pour eux. Une fois que ça s'est fait à la mairie du décès, la mairie où le corps est entreposé en chambre froide, à ce moment, on voit que la famille s'en fait la veillée, admettons, sur Fort-de-France, on sait qu'il y a un espace funéraire, il y a des salles de veillée, bon, on fait la veillée là, d'accord. Bon, ben, à ce moment, on va demander à la date de fermeture du cercueil d'avoir l'autorisation à la mairie de Fort-de-France et un transport après mise en bière pour si la personne doit revenir sur le Lamentin. Donc, il y a quand même beaucoup de réglementations. On va dire qu'on se promène pas avec un défunt comme ça de nos jours. Alors, il y a eu des changements juste le temps du Covid parce que il y avait des urgences. Donc à ce moment, les mairies nous offraient la possibilité de régulariser par la suite, chose qu'au sein de mon entreprise, malgré le rush, on n'a pas fait. C'est-à-dire que tout défunt était enterré avec ses papiers faits en temps et en heure. Parce qu'on ne veut pas, on va dire que dans mon entreprise, un défunt a droit à son respect. Ce n'est pas comme un animal sur le bord de la route qu'on met à la poubelle. Non. On a le respect du défunt, on a le respect de la douleur de la famille, donc on fait les choses en bonne et due forme. Il fait que pendant le Covid, on a fait toutes nos paperasses comme il faut et tous les défunts ont été enterrés avec les autorisations. Pour revenir sur la question que tu as posée, pour enterrer un défunt de nos jours, il faut compter grosso modo facilement au moins 24 heures à 48 heures. Pour le plus rapide. Je me permets, hein, mais c'est encore demander de l'argent à la famille. Parce que tant que vous avez le corps, tant que vous avez de l'argent, c'est comme ça que ça se passe. On va dire que c'est un passage obligé. Quand tu achètes une voiture, il faut de l'essence pour qu'elle roule. Tu achètes l'essence pour qu'elle roule. Pour enterrer un défunt, il faut le conserver pour que les choses soient bien faites. C'est le même principe. C'est exactement le même principe. Pourquoi avoir choisi ce métier ? Alors, je suis passé par plusieurs corps de métier avant de faire ce métier-là, mais c'est un métier qui m'a toujours passionné. Attends, je voudrais savoir. Ah, alors j'ai été serveur à l'époque de mon lycée, hein. J'ai fait serveur, j'ai vendu des pizzas, j'ai été crépier, j'ai vendu des voitures, j'ai même été dans l'aide à la personne âgée, avant de me lancer vraiment dans l'entreprise familiale. Ça m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui avec ces valeurs et cette rigueur, parce que j'ai pas fait des métiers qui sont faciles, c'est des métiers qui exigent de la rigueur. Parce que quand tu as un responsable, il te donne un rendez-vous à une certaine heure, le retard n'est pas permis. Et au sein de mon équipe, le retard n'est pas permis et ils le savent très bien aussi. Nous sommes un bouquet carré, alors. Je demandais combien coûte exactement un enterrement. Alors, je ne peux pas donner de tarif défini puisque tout dépendra du choix du cercueil. Parce qu'il faut savoir, comme tout supermarché, par exemple, tu vas acheter du bas de gamme et du haut de gamme. Dans les cercueils, tu penses bien, il y a du bas de gamme, il y a du haut de gamme aussi. Donc, à partir de ce choix qui sera fait par la famille, va découler le montant approximatif. Alors, pour te donner une piste, il y a une loi qui est passée il y a quelques années de ça. Alors, si je ne me trompe pas, depuis 2016, le coût moyen d'un enterrement en France a été estimé à plus ou moins 5 000 euros. Plus ou moins 5 000 euros. Alors, il y a les mutuelles qui aident beaucoup les familles. Je vais pas tirer de coups sur les mutuelles qu'on a ici sur le pays, mais des fois, ça ne suffit pas puisque les capitaux sont en deçà des 5 000 euros. Mais ils donnent quand même un bon coup de main aux familles, puisque c'est quand même une fourchette de prix d'entre 3 000 et 4 000 euros quand même qui sont attribués à la famille pour les décès. Puis, étant un conseiller funéraire cool avec mes familles, on fait quand même des conditions de paiement, quoi. Donc, la personne doit choisir une prestation qui va dépasser son budget de la mutuelle. Je vais les rassurer en leur disant, bon, ben, la différence, je vais pas vous la demander en une fois, on peut faire en plusieurs fois. Mesdames, messieurs, je change de boulot. J'exagère, j'aime bien le métier d'animatrice et... Que tu fais avec brio, d'ailleurs. Je n'en sais rien, mais je peux te dire que côtoyer la mort, donc c'est pour ça que je demandais si tu avais une formation, c'est un petit peu... chez moi, il y aurait eu une baisse de morale.
puisqu'il faut savoir donner, j'appelle ça de l'amour, hein, Exactement. aux familles, Mhm. parce qu'il y a que qui reste là, le mort, il s'en va, certes, mais les familles, Exact. ça doit pas être évident. Justement, quelle est la chose la plus improbable qu'on ait pu te demander pour un enterrement, lors d'un enterrement, qu'une famille, ou même le mort, parce que des fois, il y a des gens qui demandent, avant de mourir, ils veulent, par exemple, avoir affaire à ton entreprise, ils le Alors, font. la chose la plus improbable que j'ai eu à entendre au téléphone, c'est qu'on m'a appelé un matin, dimanche matin à 8h. Oui, monsieur Rosé, on a un décès. Je dis, bon ben, où est le défunt? Et là, on me dit que c'est le chien qui est décédé. Mais le chien avait une valeur vraiment sentimentale pour la famille. Eh ben, la famille, ils m'ont quand même sollicité, c'est qu'ils ont quand même un respect pour mon travail. J'ai fait une boîte. Parce que j'ai mon père qui était menuisier à l'époque. On a fait une boîte, un petit cercueil pour un chien. On est venu, bon ben, je me suis improvisé maître de cérémonie animalier, le temps d'une petite cérémonie. Je m'y attendais pas du tout. Oui, on va dire que ce sont des situations assez insolites auxquelles on a été confrontés. Je pourrais avoir une autre anecdote, hormis celle du chien, qu'une famille ait demandé. Une autre demande, alors là c'était même pas vraiment une demande, on a été mis en situation assez délicate. On avait une défunte qui était hors norme en termes de poids et de gabarit, et aucun cercueil de Martinique ni de Guadeloupe ne la servait. Donc on a dû confectionner le cercueil nous-mêmes. Là j'ai fait appel aux capacités de mon père, puisque avant c'est lui qui faisait les cercueils dans l'entreprise familiale. On a fabriqué le cercueil en 24 heures pour pouvoir rendre un bel hommage à cette personne qui est décédée et pour qui c'était vraiment pas facile pour la famille, puisque quelqu'un qui est de cette corpulence, ce n'est pas facile tous les jours déjà d'affronter le regard de la société, parce que les gens te traitent mal en général. Le monde, c'est triste à dire, hein, on vit dans un monde où le monde est méchant. C'est beaucoup de moqueries et c'était pas évident pour cette jeune dame qui est décédée. On a tâché de l'accompagner au mieux. Et la famille nous en a grandement remercié. Et franchement, c'était une situation assez difficile pour nous de voir comment cette personne a vécu. Parce que c'est un mal-être que cette personne a vécu durant toute sa vie. Donc on a fait vraiment le maximum qu'on pouvait pour accompagner cette personne-là. Ah oui, les moqueries aussi, ça tue. Exact. Souvent j'entends les gens dire... on préférait que, à la limite, tu oublies les moyens, incinérer moins, que yo inhumer moins. Ça coûte pas plus cher d'être... Il faut savoir qu'une crémation coûte plus cher qu'une inhumation. Parce que la crémation en elle-même a son coût. Et ce coût est additionné à la prestation du pont funèbre. Donc oui, ça revient plus cher. Parce qu'en général, le pont funèbre s'occupe de la partie inhumation, mais la crémation est faite par une entreprise qui est spécialisée pour ça. Voilà. Donc c'est un prestataire externe quand même qui s'occupe de faire la crémation, donc ça entraîne un surcoût pour la famille. Alors 2 autres questions avant d'achever notre entretien que j'ai trouvé fort intéressant, ma foi, parce qu'il y a plein de questions que je me posais et que je nous ai demandé à d'autres. Est-ce que ce métier a changé? Non, excusez-moi. Est-il vrai que vous signez une charte sur l'empathie, sur le respect, sur la dignité, tout ça? Pas à ma connaissance en tout cas. Pas à ma connaissance, on ne signe pas de charte. J'estime que c'est une profession, quand tu l'as fait déjà, de t'engager dedans, c'est signer ta charte déjà. Parce que quand tu t'engages à faire ce métier-là, tu sais à quoi tu t'engages et ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire aussi. Bien. Si tu devais changer de métier? Si je devais changer de métier, le métier qui m'a toujours passionné, comme j'ai toujours dit à ma mère depuis tout petit, être pilote de rallye professionnel. Bien. Et est-ce que ce métier, le tien, l'actuel, a changé ta vision de la mort? Oui, c'est sûr qu'il a changé ma vision de la mort que j'avais quand j'étais tout petit. Il m'a beaucoup fait mûrir à ce niveau et il m'a fait prendre conscience de certaines choses de la vie que je ne voyais pas. Et j'ai compris beaucoup de choses et bon, on va dire que ça en a fait l'homme que je suis aujourd'hui aussi. Ça y a contribué. Merci beaucoup pour cet entretien, Josué. Merci à vous de nous avoir regardés. On en apprend tous les jours dans De vous à nous sur Fusion TV.